Ce 4 août 2025 aurait dû être un jour de fête et d'insouciance à Sète. La ville s'éveillait sous un soleil brûlant et comme chaque été, la fête foraine battait son plein sur les quais, attirant familles, adolescents et touristes en quête de sensations fortes. Parmi les premiers visiteurs de la journée, Jack, Dimitri Fouk et Lizzie, Juliette Mabila, s'étaient donné rendez-vous tôt pour profiter de la fraîcheur relative du matin. Mais ce qui s'annonçait comme une matinée de rires et d'adrénaline s'est rapidement mué en cauchemar. À quelques mètres d'eux, une femme a trouvé la mort dans des circonstances aussi violentes qu'inattendues, projetant les deux adolescents au cœur d'une affaire criminelle glaçante. Tout commence sur le Grand 8, l'attraction phare de la fête. Jack et Lizzie, impatients, prennent place dans la file d'attente. Jordan, leur ami, les a finalement lâchés, tandis que Bastien doit les rejoindre un peu plus tard. À peine devant les portiques, une femme les devance et monte à bord de la rame qui s'élance dans un vacarme mécanique. Lors de la montée, les témoins se souviennent d'une odeur étrange, tenace, évoquant celle d'une piscine. Le chlore. Quelques instants plus tard, le manège est stoppé d'urgence. La femme en question est retrouvée inanimée. Malgré les tentatives de réanimation, son décès est constaté sur place. Jack et Lizzie, choqués, échappent de peu à une mort atroce. Alerte sur les lieux, Damien, Adrien Robe, en charge des premières constatations, identifie rapidement la victime. Il s'agit d'Hélène Deville, une aide-soignante à l'hôpital Saint-Clair. L'émotion est vive, d'autant que Lizzie et Jack, qui étaient juste derrière elle dans la file, auraient très bien pu prendre sa place. Audrey, leur mère, accourt sur les lieux en panique à l'annonce de l'accident, soulagée de retrouver ses enfants sains et saufs. Mais les premières observations révèlent très vite que ce décès n'a rien d'un incident isolé. Sous le siège de la victime, les enquêteurs retrouvent une bonbonne contenant un liquide chimique. L'analyse confirmera plus tard qu'il s'agissait bien de chlore. L'autopsie est formelle, Hélène Deville a succombé à une inhalation massive. Ce n'est plus un accident, mais bien un homicide. En parallèle, dans l'appartement de Manon, Louvia Bachelier et Nordine, Youssef Agal, la journée commence aussi sous le signe du chaos. Les deux jeunes policiers dorment toujours dans le salon, la chaleur les empêchant de profiter de leur chambre. Lorsqu'ils tentent d'ouvrir la porte d'entrée, la poignée leur reste dans la main. Encore un défaut de leur logement fraîchement investi, pour lequel ils n'ont même pas pris le temps de faire l'état des lieux. La crémaillère, prévue pour le soir, s'annonce étouffante et tendue. Et alors que Nordine tente de régler les problèmes techniques avec Bruno, Georges reçoit un appel d'urgence. Un drame s'est produit sur le Grand 8. Très vite, l'enquête mobilise les forces de police de Sète. Georges, Maël Elajaoui et Karim Sami Garbi rejoignent Damien sur place. Le trio comprend vite qu'il s'agit d'un crime prémédité. Le mobile reste flou, mais la piste professionnelle semble sérieuse. La victime travaillait à l'hôpital Saint-Clair et des tensions avec un médecin connu de tous sont rapidement évoquées. Le nom de ce dernier n'est pas encore révélé, mais l'enquête commence à se resserrer. La coïncidence est trop grande pour n'être qu'un hasard. Dans un contexte où les relations au sein de l'hôpital ont parfois viré à l'affrontement, la possibilité d'un règlement de compte interne prend de l'ampleur. D'autant qu'un détail troublant vient renforcer les soupçons des enquêteurs. Hélène Deville avait récemment déposé une main courante contre un médecin de l'établissement. Un nom surgit sur toutes les lèvres, mais pour l'instant, l'équipe de Georges et Karim garde ces hypothèses sous silence. Dans cette première journée d'enquête, une chose est déjà certaine. Le drame du Grand 8 n'est que le début d'une affaire bien plus vaste et inquiétante. Derrière l'apparente légèreté de la fête foraine se cachent désormais les sombres ramifications d'un meurtre ciblé, prémédité et peut-être orchestré par quelqu'un que tout le monde connaît. Le décès brutal d'Hélène Deville, survenu au cœur d'un des lieux les plus animés de l'été à Sète, a bouleversé l'équilibre de la communauté. Si la panique sur le Grand 8 s'est rapidement estompée pour laisser place au recueillement, l'onde de choc de ce meurtre inhabituel continue de se propager. Et ce n'est pas tant la brutalité du crime qui intrigue les enquêteurs que son mode opératoire. Une bonbonne de chlore glissée sous le siège d'une attraction de fête foraine, un scénario qui dépasse de loin le simple règlement de compte ou l'accident tragique. Damien, qui a pris la tête de l'analyse médico-légale, reçoit dans la matinée le rapport complet du légiste. Hélène Deville est morte par inhalation massive de chlore gazeux, un produit toxique à forte concentration utilisé dans le nettoyage hospitalier mais aussi dans certains traitements industriels. Cela ne laisse plus aucun doute. Le geste est volontaire, précis, calculé. Un assassinat camouflé sous les néons d'un manège pour enfants. Ce qui interpelle immédiatement les enquêteurs, c'est la facilité avec laquelle le tueur a pu introduire une bonbonne dans l'un des wagons de l'attraction. L'acte nécessite à la fois du sang-froid, une préparation méticuleuse et surtout une connaissance intime des lieux. L'auteur du crime a choisi sa cible, préparé sa logistique et agi à un moment où la surveillance était faible. Qui donc aurait pu planifier un tel acte et surtout, pourquoi viser cette femme en particulier ? L'équipe de Karim et Georges entame alors un travail minutieux.
retracer le parcours d'Hélène dans les jours précédant sa mort. Très vite, une première piste émerge. Victoire, médecin à Saint-Clair, confie à Damien qu'elle a vu Hélène la veille. Les deux femmes avaient la partagé un café, comme elles le faisaient Dieu souvent. Hélène ne semblait pas en danger, mais elle avait évoqué, de façon détournée, un climat délétère au sein de l'hôpital. Elle se sentait isolée, sous pression. Victoire se souvient d'une phrase qu'Hélène aurait lâchée en soupirant. « Un jour, ça va péter ». Loin d'être anodine, cette confidence résonne désormais comme un appel à l'aide. D'autant que, dans les heures suivantes, Georges découvre un élément capital. La victime avait déposé une main courante contre un médecin de l'hôpital. Une plainte restée lettre morte, classée sans suite par manque d'éléments. Mais le nom du médecin visé est connu de tous. S'il n'est pas encore cité officiellement, les regards commencent à converger vers les trois praticiens les plus en vue de Saint-Clair, Samuel, William et Aaron. Tous trois ont croisé Hélène dans leur service. Tous trois ont eu, à un moment ou un autre, des tensions avec elle. L'étau se resserre. Pendant ce temps, la vie continue à 7, non sans heurts, la canicule étouffe les appartements et la crémaillère de Manon et Nordine tourne rapidement à la corvée. Tandis que les convives suent à grosses gouttes et que la porte d'entrée reste bloquée, symbolisant l'enfermement de chacun dans ses non-dits, l'affaire du jour revient constamment dans les conversations. Aurore et William, invités à la soirée, échangent des regards lourds de sous-entendus. Roxane et Sarah, elles, peinent à gérer Nora dans cette ambiance surchauffée. Tout le monde étouffe, au propre comme au figuré. Martin, qui tente tant bien que mal de détendre l'atmosphère, n'échappe pas à la malédiction de l'appartement. En voulant fermer une porte vitrée, c'est à son tour que la poignée lâche. Un détail insignifiant, mais qui, dans ce contexte tendu, fait l'effet d'un signe. Vous verrez, vous reviendrez chez papa-maman dans 3 semaines, glisse-t-il avec ironie à Manon et Nordine. Le couple esquisse un sourire, mais la fatigue et l'inconfort gagnent. Damien, de son côté, préfère ne pas assister à la soirée. Bouleversé par l'accident de Lizzie et Jack, encore sous le choc, il choisit de rester aux côtés d'Audrey. Le couple, fragilisé par la peur, trouve là un moment de répit et de tendresse. Pour Damien, l'affaire prend un tour personnel. Il était à 2 doigts de perdre ceux qu'il aime. Et maintenant, il s'apprête à déterrer une vérité qui pourrait secouer tout l'hôpital de Sète. Dans le cadre de l'enquête, une liste de témoins est dressée. Le personnel de la fête foraine, les proches d'Hélène, les membres de l'hôpital, tout le monde sera interrogé. Mais les policiers savent déjà que la clé réside dans la tension grandissante entre la victime et un médecin de Saint-Clair. Un médecin sans doute respecté, peut-être même admiré, mais qui, dans l'ombre, aurait franchi une ligne interdite. Alors que la nouvelle du meurtre d'Hélène Deville se propage dans les couloirs de l'hôpital Saint-Clair, l'ambiance change du tout au tout. D'ordinaire lieu de soins, de bousculades organisées et d'urgences maîtrisées, l'établissement devient brusquement le théâtre d'une suspicion oppressante. La mort d'une aide-soignante survenue dans un contexte aussi brutal oblige tous les membres du personnel à se regarder autrement. Chacun redoute désormais que les enquêteurs frappent à leur porte et certains commencent à se demander si le coupable n'est pas plus proche qu'ils ne le croient. Georges et Karim reprennent les éléments de la main courante déposée par la victime. Le document mentionne clairement un comportement déplacé, humiliant et répété de la part d'un médecin identifié uniquement par ses initiales. Un faisceau d'indices mène vers un praticien apprécié du public mais dont les manières, parfois brusques et autoritaires, avaient déjà fait l'objet de critiques internes. Les enquêteurs s'accordent à dire que 3 noms ressortent avec insistance. Samuel Chardot, William Donnier et Aaron Leclerc. Tous sont connus à Sète, chacun ayant marqué l'hôpital de son empreinte. Mais lequel d'entre eux aurait eu un motif suffisamment fort pour se livrer à un assassinat maquillé en accident de fête foraine? Samuel, réputé pour son indépendance et son franc-parler, n'a jamais fait l'unanimité auprès de ses collègues. Hélène, selon plusieurs témoignages, lui reprochait son arrogance et ses décisions hâtives. William, quant à lui, très investi dans la gestion de l'hôpital, aurait pu se heurter à Hélène sur des sujets organisationnels. Enfin, Aaron, plus discret, aurait été vu plusieurs fois en vive discussion avec la victime dans les couloirs. Aucun de ces éléments ne suffit à établir une culpabilité, mais les tensions sont là, palpables, et la piste professionnelle prend chaque heure un peu plus de poids. La direction de l'hôpital, mise au courant de l'enquête, décide de coopérer pleinement avec les forces de l'ordre. Mais cette transparence cache mal une inquiétude croissante, car si un médecin est effectivement impliqué, c'est l'image entière de l'établissement qui sera écornée. Le personnel soignant se sent scruté, certains patients annulent leurs rendez-vous, les familles s'inquiètent. À Sète, le lien entre la médecine et la confiance est sacré et il est sur le point de se rompre. Victoire, profondément touchée par la disparition de sa collègue, tente d'aider les enquêteurs à cerner les relations d'Hélène au sein de l'équipe. Elle dresse un portrait nuancé, une femme entière, parfois trop franche, ambitieuse, mais toujours investie dans ses fonctions. Hélène n'était pas une victime docile. Elle savait se défendre, et c'est peut-être ce qui l'a perdue. Georges note cette phrase, conscient qu'elle pourrait représenter une clé psychologique.
Tuer Hélène, c'était peut-être vouloir faire taire une voix devenue gênante. Dans ce contexte, l'arrivée d'Annie, Corinne Touzé à 7, même si étrangère à l'enquête, apporte une respiration bienvenue dans la narration. La sœur de Christelle revient d'un voyage chaotique au Vietnam. Elle confie au Moreno qu'elle a frôlé la mort lors d'une randonnée. Tombée dans une crevasse, elle y est restée coincée 2 jours, seule, sans moyen de communication. Loin d'être un détail narratif anecdotique, cette confession résonne avec les événements actuels. La proximité de la mort, qu'elle soit naturelle, accidentelle ou criminelle, s'invite désormais dans chaque discussion. Annie se dit « heureuse d'être encore en vie ». Une phrase simple mais qui bouleverse Christelle et Sylvain. Car dans l'ombre de l'affaire Hélène Deville, tous commencent à réaliser à quel point tout peut basculer en une seconde. Une place dans un wagon, un oubli de poignée, une bonbonne de chlore installée à la hâte, une vengeance déguisée en tragédie. Pendant que l'enquête se resserre autour de l'hôpital, le quotidien de certains personnages se poursuit, mais jamais dans la légèreté. La crémaillère de Manon et Nordine, qui aurait dû être un moment de joie, se transforme en épreuve collective. La chaleur est insupportable, la poignée de porte cassée alimente la symbolique du piège, et chacun des invités porte en lui une inquiétude liée aux événements du jour. Georges et Karim, bien que de service, prennent quelques instants pour envoyer un selfie à leurs collègues présents à la fête. Un clin d'œil léger dans une ambiance pesante. Mais en réalité, ils sont déjà ailleurs, plongés dans leurs hypothèses. L'un des médecins qu'ils croisent chaque jour pourrait être un assassin. Un nom reviendra-t-il dans leurs interrogatoires? L'un des praticiens avouera-t-il? Ou bien faudra-t-il pousser encore plus loin, découvrir ce que la main courante ne disait pas, exhumer des secrets enfouis dans les vestiaires de Saint-Clair? Alors que le soleil décline sur 7, la chaleur ne faiblit pas. Le thermomètre reste obstinément élevé, accentuant la sensation d'étouffement qui règne sur la ville. Le quartier où vivent Manon et Nordine est en surchauffe et leur crémaillère vire peu à peu au malaise collectif. Dans cet appartement flambant neuf, aux promesses déçues, poignées défectueuses, frigo tombé en panne, absence de climatisation, l'atmosphère devient irrespirable, à l'image des tensions qui s'accumulent dans les rues de Sète depuis la mort brutale d'Hélène Deville. La soirée réunit pourtant un joli panel d'habitués, Aurore et William, Martin, Roxane, Sarah et Enora, que Manon aurait volontiers vu ailleurs, vu les circonstances. Tous essaient de jouer le jeu, de faire comme si tout allait bien, mais les esprits sont ailleurs. Le meurtre du matin reste sur toutes les lèvres comme un poison diffus. Chacun y va de sa théorie, de son hypothèse. La fête, au lieu de créer du lien, révèle les failles. On s'observe, on se jauge, on doute. C'est dans ce climat que Martin tente un trait d'humour pour alléger l'ambiance en refermant la porte vitrée qui refuse de coopérer. La poignée lui reste dans la main, comme une mauvaise blague du destin. Rire gêné. Personne n'est vraiment d'humeur. Aurore, fine observatrice, chuchote à William que leurs amis ne tiendront pas longtemps ici. Ils reviendront vite chez papa-maman, prédit-elle. Elle ne croit pas si bien dire. Le malaise n'est pas qu'infrastructurel. Il est psychologique, latent. L'affaire Deville agit comme un révélateur. On sent que le vernis craque. Damien, lui, a fait le choix de ne pas venir. Il préfère rester aux côtés d'Audrey et de leurs enfants. L'accident évité de justesse par Jack et Lizzie a ravivé chez lui des peurs enfouies. Il confie à Audrey qu'il s'en veut de ne pas avoir été plus vigilant, de n'avoir pas anticipé. Il est encore sonné par l'idée qu'un simple moment de loisir aurait pu coûter la vie à ses proches. Et cette culpabilité se double d'un engagement viscéral à faire éclater la vérité. Dans les locaux de la police, Karim et Georges n'arrêtent pas. Tandis que l'enquête sur le meurtre s'intensifie, les premières vérifications des allées et venues des médecins cités dans la main courante commencent. Chacun d'eux dispose d'un emploi du temps chargé, mais aussi de zones d'ombre. Le dossier d'Hélène mentionne également une évaluation en cours de ses compétences professionnelles à la demande d'un supérieur dont le nom n'a pas encore été divulgué. Un médecin en particulier attire les soupçons de Georges. Il aurait eu accès aux produits chimiques stockés dans l'hôpital. Mieux encore, il aurait supervisé une intervention récente où des gaz désinfectants à base de chlore ont été manipulés. L'homme nie en bloc, affirmant qu'il ne voyait plus Hélène depuis plusieurs semaines. Pourtant, les vidéos de surveillance de la cafétéria montrent les deux en train d'échanger la veille de sa mort. Et c'est là que tout bascule. Georges reçoit un appel de Damien. Les analyses de la bonbonne retrouvées sur le Grand 8 ont livré leurs résultats. Le type de chlore utilisé est identique à celui en usage dans le bloc opératoire de Saint-Clair. Autrement dit, la bonbonne vient très probablement de l'hôpital. Et seule une personne disposant d'une autorisation spécifique aurait pu s'en procurer. L'hypothèse d'un tueur extérieur s'effondre. L'affaire prend un virage décisif. Le coupable se cache parmi les leurs. Quelqu'un a trahi le serment d'Hippocrate pour faire taire une voix, quelqu'un a choisi la mort chimique et l'humiliation publique pour envoyer un message. Pendant ce temps, à la fête, l'ambiance vire à l'étrange, les convives font bonne figure. Mais l'étreinte de la canicule, les poignets cassés, les sujets évités rendent le tout pesant. Sarah, qui perçoit les malaises mieux que quiconque, propose de partir plus tôt.
Roxane acquiesce et Nora est insupportable de nervosité. William, fatigué, s'éclipse lui aussi. Manon et Nordine se retrouvent Dieu seul avec leurs doutes. Le meurtre d'Hélène a contaminé chaque recoin de la ville. Rien ne semble plus simple ni limpide. Une femme est morte. Un médecin est soupçonné. Des adolescents ont frôlé la mort. Une enquête est en cours et la vérité, elle, se cache toujours dans l'ombre. Les premières heures de l'enquête ont semé le doute, mais désormais, avec les résultats des analyses et les recoupements effectués, la dynamique change. Ce n'est plus une affaire floue, aux contours incertains, c'est une enquête criminelle clairement dirigée vers l'univers médical de l'hôpital Saint-Clair. La mort d'Hélène Deville n'est plus considérée comme une tragédie isolée. Elle est le fruit d'une préméditation minutieuse, d'un mobile personnel et professionnel lourd de conséquences. Le rapport du laboratoire est limpide. La bonbonne de chlore retrouvée sur le manège provient d'un lot utilisé uniquement dans les salles de désinfection de Saint-Clair. Le type exact de composants chimiques, le numéro de série sur la valve, les traces résiduelles de gants chirurgicaux. Tout converge vers un usage hospitalier contrôlé. L'accès à ce matériel était réglementé. Et surtout, traçable. Georges et Karim se focalisent donc sur les logs d'accès au stock de produits sensibles. Le nom d'un médecin apparaît à plusieurs reprises, Aaron Leclerc. Aaron est un médecin discret, plutôt apprécié, à l'image irréprochable. Mais son nom est bien là. Le soir précédant la mort d'Hélène, il a signé pour une commande express de 2 bonbonnes destinées à une intervention technique inhabituelle. Les caméras le montrent ensuite ressortant par l'entrée arrière du service, un sac à la main. Rien d'illégal, mais la concordance des horaires avec ceux de la fête foraine trouble les enquêteurs. Karim décide de convoquer Aaron de manière informelle. Face à lui, le médecin garde son calme. Il affirme avoir suivi un protocole de désinfection sur demande d'un collègue dont il peine à se souvenir le nom. Il dit ne pas connaître Hélène personnellement ou alors vaguement. Pourtant, Victoire assure le contraire. Ils travaillaient ensemble régulièrement, parfois même en binôme lors des gardes du week-end. Le mensonge s'installe et avec lui, la méfiance. Georges s'isole dans son bureau pour passer au crible les relevés de badge. Il découvre qu'Aaron a consulté le dossier médical d'Hélène la veille de sa mort. Une consultation non justifiée, non signalée, en dehors de tout cadre de soins. Pourquoi fouiller dans les antécédents d'une collègue si on n'a rien à cacher? L'explication fournie, une simple curiosité liée à une vieille interaction, ne convainc personne. Le mobile commence à se dessiner. Hélène, en plus de sa plainte déposée, aurait menacé de révéler certaines pratiques douteuses concernant la gestion des stocks de désinfectants. Elle soupçonnait qu'un médecin utilisait les ressources de l'hôpital pour un projet personnel non autorisé. Des fiches de suivi ont été falsifiées. Des écarts comptables sur les produits chimiques sont relevés dans le service où travaille Aaron. En parallèle, Audrey tente de garder le cap. Lizzie est profondément secouée par l'idée d'avoir failli mourir et Jack n'ose plus remettre les pieds dans une fête foraine. La famille Roussel vit à huis clos depuis l'accident, essayant de rassurer, d'apaiser, mais chacun sait que l'angoisse ne s'effacera pas en un jour. Damien, toujours sur la brèche, se démultiplie entre son rôle d'enquêteur et celui de père protecteur. Il promet à Audrey de ne pas lâcher tant que le responsable ne sera pas sous les verrous. Manon et Nordine, quant à eux, encaissent les répercussions de leur soirée ratée. Leur couple montre des signes de fatigue. Trop de chaleur, trop de responsabilités, trop de tensions extérieures qui contaminent l'intérieur. Ils s'interrogent sur leur capacité à bâtir un chez eux dans un monde où les repères vacillent. Ce n'est plus simplement l'histoire d'un appartement mal entretenu, mais celle d'un foyer qui doit résister aux secousses d'une réalité instable. À l'hôpital, la peur se fait sentir. Le personnel évoque à demi-mot le nom d'Aaron. Certains se replient dans le silence, d'autres murmurent des rumeurs à la machine à café. L'administration hésite. Faut-il suspendre le médecin ? Officiellement, rien n'est encore prouvé. Officieusement, tout le monde comprend qu'une décision se prépare. La direction commence à prendre ses distances par crainte d'un scandale public. Georges, fidèle à son instinct, sent que la vérité est proche. Il pousse Karim à organiser une perquisition discrète du domicile d'Aaron. Une équipe a été mobilisée, les procédures enclenchées. Le juge valide l'intervention en urgence. L'affaire entre dans une phase décisive. Les dernières heures de la journée se déroulent dans une tension extrême. Tous attendent la prochaine faille, la prochaine preuve, la prochaine confrontation. L'affaire Hélène Deville est en train de faire tomber les masques à Saint-Clair. Et le rideau, lui, est sur le point de se lever sur une vérité que beaucoup redoutent. La nuit est tombée sur 7, mais pour les enquêteurs, la lumière doit encore être faite sur les derniers éléments de cette affaire qui bouleverse toute la ville. Les regards sont désormais braqués sur un seul homme, le docteur Aaron Leclerc, jusque-là figure discrète mais respectée de l'hôpital Saint-Clair. La perquisition de son domicile pourrait faire basculer l'enquête dans une nouvelle dimension. Et en effet, au petit matin, un élément décisif est découvert, une paire de gants nitrile tachés de résidus chimiques, cachés dans un sac plastique rangé dans un local technique de sa résidence. Les analyses ne laissent le place à aucune ambiguïté.
Le chlore détecté sur les gants est le même que celui contenu dans la bonbonne utilisée sur le Grand 8. Mieux, ou pire encore, des empreintes d'Aaron sont retrouvées sur la valve d'ouverture de la bouteille. Les policiers n'ont désormais plus qu'une mission, confronter le médecin à ces éléments. Mais lorsqu'ils se présentent à son domicile pour l'interpeller, Aaron est absent. Commence alors une course contre la montre. La direction de l'hôpital affirme ne pas l'avoir vu depuis la veille. Son téléphone est éteint, sa voiture est retrouvée à proximité de l'étang de Thau. Un moment, l'hypothèse du suicide plane. Mais rapidement, une caméra de surveillance d'une station-service le localise. Aaron est en route vers Montpellier. Un barrage est dressé à l'entrée de l'autoroute. Il est arrêté sans résistance, silencieux, presque soulagé. Au commissariat, lors de sa garde à vue, Aaron garde un mutisme glacial pendant de longues heures. Puis, face aux preuves, il finit par lâcher quelques mots. Ce ne sont pas des aveux, mais des fragments de vérité. Il reconnaît avoir eu un différend avec Hélène, il admet avoir accédé à son dossier médical, il avoue s'être senti menacé par elle, mais il nie formellement toute implication dans sa mort. « Je n'ai jamais voulu ça », répète-t-il. Les enquêteurs savent que la ligne de défense est classique, mais les preuves, elles, s'accumulent. Dehors, l'annonce de son arrestation fait l'effet d'un coup de tonnerre. À Saint-Clair, les infirmiers sont partagés entre stupeur et soulagement. L'un des leurs aurait franchi la ligne rouge. À 7, les familles s'interrogent sur la confiance à accorder aux institutions. Dans la famille Roussel, Lizzie et Jack, encore sous le choc, réalisent à quel point la vie peut basculer en quelques secondes. Audrey, elle, remercie Damien d'avoir tenu bon, d'avoir protégé les siens, tout en poursuivant l'enquête. La tension diminue lentement. Mais le mal est fait. Hélène Deville est morte dans des circonstances atroces. Son nom résonne désormais comme celui d'une lanceuse d'alerte que personne n'a voulu écouter à temps. Son combat, ses avertissements, ses mots ont été étouffés, jusqu'à ce que la violence les rende audibles. Il est trop tard, mais pas inutile. Dans l'intimité, Victoire confie à Georges sa culpabilité. Elle avait senti que quelque chose n'allait pas chez Aaron. Une fois, Hélène lui avait glissé « Il a deux visages, celui qu'il montre et celui qu'il cache ». Cette phrase tourne dans sa tête. Elle se demande combien de drames peuvent encore se produire par silence, par négligence, par peur de faire du bruit. La justice va suivre son cours. L'instruction est ouverte pour homicide volontaire avec préméditation. Aaron est incarcéré dans l'attente de son procès. Mais à Saint-Clair, rien ne sera plus jamais comme avant. La direction annonce une révision des procédures de sécurité sur les produits chimiques, des formations obligatoires sur le harcèlement au travail et une cellule d'écoute pour les personnels. Du côté de Manon et Nordine, le quotidien reprend peu à peu ses droits. La poignée de la porte est réparée, le frigo fonctionne de nouveau. Et même si l'ombre de l'affaire plane encore, les deux jeunes policiers retrouvent un semblant de stabilité. Leur couple a vacillé, mais n'a pas rompu. Quant à la fête foraine, elle rouvre ses portes 3 jours plus tard, dans un silence solennel. Un panneau est accroché à l'entrée du Grand 8, en mémoire d'Hélène D. Un hommage simple mais puissant, parce que derrière le manège, il y a eu une vie volée, une alerte ignorée, un drame évitable. Et à 7, chacun comprend que la vérité n'est pas toujours là où on l'attend. Elle peut surgir dans un wagon de fête foraine, dans un rapport médical ou dans un regard fuyant. Mais quand elle éclate, elle emporte tout. Le drame survenu à 7 dans l'épisode 2001 de Demain nous appartient aura laissé une empreinte durable. Ce qui ressemblait à une simple journée d'été s'est transformé en une plongée vertigineuse dans l'angoisse, les non-dits et la violence silencieuse. Le meurtre d'Hélène Deville, orchestré avec minutie par un médecin jusqu'ici au-dessus de tout soupçon, a mis en lumière les failles profondes d'un hôpital, les dysfonctionnements d'une communauté et la fragilité de nos certitudes. Au fil de l'enquête, les masques sont tombés, les liens ont vacillé, mais la vérité a fini par éclater. Demain nous appartient prouve encore une fois sa capacité à mêler émotion, suspense et critique sociale au plus près de l'humain. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez été aussi captivé que nous par l'intrigue bouleversante de cet épisode de Demain nous appartient, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant un commentaire. Que pensez-vous de la tournure de l'enquête? Le médecin est-il vraiment coupable selon vous? Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune analyse, résumé ou révélation à venir. Votre soutien compte énormément pour nous aider à continuer à décrypter vos séries préférées. Un simple like ou partage peut faire toute la différence. À très bientôt pour un nouveau décryptage passionnant. Restez connectés.